Le Pays basque espagnol est un petit bout de nature authentique, loin du tourisme de masse. Ici, les trains roulent sur des voies étroites. Depuis 1979, le Pays basque espagnol a le statut de communauté autonome. Il comprend 4 territoires. Mais nous visiterons surtout la province de Guipúzcoa. Point de départ, Saint-Sébastien, la capitale régionale, sur le golfe de Gascogne. Le jour vient de se lever sur la ville. La plage de la baie de la Concha appartient encore à une poignée de leftos. Au XIXe siècle, la famille royale espagnole venait se rafraîchir ici l'été. L'élégante promenade est un souvenir de l'époque. Elle est fréquentée à toutes les heures du jour et de la nuit. Pour une excursion dans l'arrière-pays de Saint-Sébastien, il faut prendre un train régional, opéré par la société basque Euskotren, à la gare d'Amara. Direction le village de pêcheurs de Soumaya. Cette section à voie unique fait partie de la ligne historique Bilbao-Saint-Sébastien, dont le dernier tronçon a été inauguré en 1901. De nombreuses lignes secondaires ont ensuite été construites. Le réseau ferroviaire basque s'est surtout développé à la fin du 19e et au début du 20e. Pour une région aussi petite, il a connu une expansion considérable, jusqu'à atteindre près de 1000 km de voies ferrées avant les années 1920. Comme le terrain est assez accidenté, la majorité des lignes ont été construites en voie métrique, contrairement aux voies larges du réseau ferroviaire national. Le réseau est d'abord exploité par un ensemble de sociétés privées, qui vont fusionner en une compagnie des chemins de fer basques en 1906. Dans les années 60, cette compagnie passe la main à la société publique FEVE. Puis en 1982, à la suite de la création de la communauté autonome, c'est la société basque Euskotren qui hérite du réseau vieillissant de voies étroites. Le tronçon sur lequel nous circulons en ce moment a été inauguré en 1895. Il s'agit de la ligne Saint-Sébastien-Zaraut, qui est justement en cours de modernisation. On va doubler la voie à certains endroits, et le tracé sera rectifié pour répondre aux besoins du XXIe siècle. Espérons qu'après la modernisation, on traversera encore les petites villes pittoresques de la région. La gare de Soumaya, sur la route de Bilbao, est chargée d'histoire. Autrefois, une ligne secondaire partait d'ici en direction de Soumaraga, dans le sud. Elle a été fermée et démantelée en 1986. Mais la vallée de l'Urola garde de nombreux attraits pour les amoureux des trains et les autres. À commencer par l'imposant massif montagneux de Litsaraiz et la charmante ville d'Azpeitia. Certes, elle est encerclée par les usines, mais elle a su garder un caractère typiquement basque, avec ses racines médiévales et un charme très méridional. Azpeitia signifie la ville sous le rocher. C'est cette tour d'ici.
Elle possède une église gothique et un musée du train. Bonjour. Bonjour à tous. Nous nous trouvons maintenant dans l'atelier mécanique d'une compagnie ferroviaire publique. Les chemins de fer secondaires Zumárraga-Zumaia. Le musée des chemins de fer basques d'Azpeitia propose la visite de l'atelier du chemin de fer de l'Urola. Créé en 1926, il était équipé d'un moteur Siemens de 18 chevaux. Ce fleuron de la technologie de l'époque entraînait pas moins de 16 machines. Fraiseuses, perceuses, ponceuses, tout fonctionne encore. La salle suivante nous rappelle que le chemin de fer de l'Urola était l'une des premières lignes électriques d'Espagne. Elle fut construite par la province et inaugurée par le roi Alphonse XIII en 1926. Après avoir construit le chemin de fer, les autorités l'ont délaissé pendant 60 ans. Conclusion, en 1986, c'était toujours les mêmes trains qui circulaient sur les mêmes rails et avec les mêmes caténaires qu'à l'origine. La ligne tombait en ruine et le Pays basque se trouvait dans une situation bien pire qu'aujourd'hui. La crise économique des années 80 a été catastrophique ici. Alors, entre restaurer tout le réseau et le remplacer par un service d'autocar, on a choisi la solution la moins coûteuse. Cela a signé la fin du chemin de fer de l'Urola. Heureusement, Euskotren a gardé la gare d'Azpeitia pour y installer le musée du train basque en 1992. Bien sûr, quand on visite un musée des chemins de fer, on veut voir des trains. Ici, nous avons une collection de plus de 70 véhicules ferroviaires, pour la plupart en état de marche. C'est très important à nos yeux, car contrairement à une œuvre d'art, un train n'a pas été créé pour être contemplé, mais pour fonctionner, pour transporter des gens ou des marchandises. Ainsi, chaque week-end, le musée propose un voyage nostalgique en train. On vient de loin pour cette petite promenade. Cette locomotive diesel 1004 a servi 50 ans dans les mines de charbon des Asturies. Depuis 2003, elle tracte les anciens wagons du chemin de fer de l'Urola. La ligne spéciale du musée n'est vraiment pas une liaison longue distance. Le terminus est situé à 5 km seulement du départ. Juste une promenade du dimanche pour la 1004. Ce type de locomotive a grandement contribué à sauver les voies étroites en Espagne, à l'époque où elles étaient tombées en désuétude. Elles ont remplacé les machines à vapeur de manière vraiment efficace, car elles étaient assez fiables et exigeaient peu d'entretien. De plus, elles étaient faciles à conduire et offraient une grande capacité et une grande puissance. La 1004 a changé de voie et repart vers Azpeitia. La Sao, le terminus du parcours, était l'une des 15 gares du chemin de fer de l'Urola. La ligne secondaire Zumaia-Zumarraga faisait 34,4 km au total. Elle reliait la ligne basque Saint-Sébastien-Bilbao à la ligne espagnole Madrid-Irún. Pour la vallée reculée de l'Urola, c'était une véritable porte sur le reste du monde. Aujourd'hui, même si les rails ont disparu, la vallée continue d'attirer des pèlerins du monde entier qui viennent visiter le village natal d'Ignace de Loyola. À Azpeitia, un sanctuaire comprenant une basilique et une bibliothèque est consacré aux saints.
Ignace de Loyola a fondé la Compagnie de Jésus, autrement dit l'ordre des Jésuites. Il a été canonisé en 1622. Sa congrégation a été reconnue par le pape en 1540. Pour comprendre la Compagnie de Jésus, il faut connaître la vie de saint Ignace de Loyola. En effet, l'idée de fonder cette famille religieuse, que sont les jésuites, n'est pas née d'une pure théorie. Au contraire, au départ, saint Ignace a vécu des expériences spirituelles qu'il a partagées avec d'autres. Ils ont formé un groupe et c'est ainsi que peu à peu s'est constituée la Compagnie de Jésus. Le sanctuaire est construit autour du manoir natal où est né le premier jésuite. Dans sa jeunesse, Ignace entre d'abord dans l'armée. Mais une grave blessure le ramène chez ses parents. Durant sa convalescence, ses lectures le conduisent à rejeter sa vie passée pour se consacrer à Dieu. C'est à cette époque que Marie et Jésus lui apparaissent en songe dans la chapelle. Le mouvement que saint Ignace fondera plus tard est centré sur l'activité missionnaire. Aujourd'hui, la Compagnie de Jésus se donne pour mission de travailler sur les frontières. Les frontières avec d'autres cultures, d'autres mentalités, d'autres religions. Voilà où nous voulons nous trouver aujourd'hui, en tant que jésuites. Il y a actuellement 18 000 jésuites dans le monde. Leur église mère est à Rome, mais leurs racines sont au Pays basque. La religion occupe une place importante dans la société basque. Les fêtes chrétiennes donnent lieu à des réjouissances qui se prolongent parfois sur plusieurs jours. Comme la Saint-Barthélemy, célébrée le 24 août, qui est très suivie. Barthélemy est ici le patron des agriculteurs, des vignerons et des pêcheurs. S'il pleut à la Saint-Barthélemy, l'automne sera sec et la récolte abondante, dit le proverbe. Et cette année, quelques gouttes vont effectivement tomber. À El Goibar, tout le monde, jeune ou vieux, est sorti pour la fête. Même ceux qui vivent au loin reviennent ce jour-là. Pour moi, les fêtes du village sont un grand événement. Quand je pars en vacances, je reviens toujours pour les fêtes. Saint Barthélemy, c'est un apôtre, l'un des 12 disciples du Christ. Et je le porte dans mon cœur depuis tout petit. J'aime bien revenir pour les fêtes, retrouver mes vieux amis et m'amuser. J'aime ça. El Goibar est une petite ville sur le Rio Deba, à une vingtaine de kilomètres d'Azpeitia. Les festivités de la Saint-Barthélemy y durent toute une semaine. Et la dansa, la danse traditionnelle basque, figure au programme. La première danse vise à demander l'autorisation d'utiliser la place du marché. Le public donne manifestement son autorisation. Dans les danses guipuzcoennes, beaucoup de pas sont très proches de ceux de la danse classique. D'ailleurs, on s'entraîne à la barre. Avec les garçons, on fait tous les jours au moins un quart d'heure, 20 minutes d'exercice à la barre. Levé de jambes, étirement, plié, grand plié, tout ça. Puis vient la danse de la séduction. Avant, pour séduire une fille, pour la courtiser, on dansait sur la place le soir. Quand on était plusieurs à avoir des vues sur une fille, on se lançait des sortes de défis. Par 2 ou par 4, ou 2 contre 2. Le meilleur danseur gagnait le droit de dire à un autre danseur « Va me chercher cette fille ». Le foulard, c'est parce qu'il y a longtemps,
très longtemps, l'Église interdisait aux garçons de toucher les jeunes filles. Il était absolument impossible de danser en se tenant la main. Le moindre contact corporel était strictement prohibé. Alors on a pris des foulards. Pour finir, les Dansari exécutent une ronde traditionnelle appelée Harinarin. L'ambiance est bien différente au musée d'Azpeitia, où des visiteurs apprennent à conduire un tramway. Une fois qu'il a fermé les portes, notre contrôleur déclenche le premier signal acoustique qui sonne le départ. Pendant ce temps, vous, les voyageurs, vous êtes en train d'acheter ici votre billet. Allez, c'est parti. Dring, dring. Le signal est donné. Et qui l'entend? Le conducteur, bien sûr. Le voilà. Le guide arrive à jouer tous les rôles. On actionne le disjoncteur. Parfait. Et c'est reparti. Ce tram 218 vient de la ville de Saragosse, située à mi-chemin entre ici et Barcelone. Mais le tout premier tramway d'Espagne a circulé en 1859 à Cuba, alors sous domination espagnole. Une exposition sur l'horlogerie ferroviaire souligne toute l'importance de la mesure du temps dans les chemins de fer. Aujourd'hui, ça nous paraît parfaitement normal d'avoir la même heure à Madrid, Bilbao, Berlin ou Paris, mais il y a 150 ans, ce n'était pas le cas. L'heure variait non seulement d'un pays à l'autre, mais à l'intérieur d'un même pays. Bilbao, Saint-Sébastien ou Barcelone avaient chacune leur heure fixée sur son propre méridien. Et ce sont les chemins de fer qui ont obligé les gouvernements à unifier. La Casa Ponsol, au numéro 4 de la Calle Narica, à Saint-Sébastien, est la boutique où acheter un béret basque. La maison existe depuis 1838. Mais les ventes de bérets basques ne cessent de reculer. Avant, la tenue était plus traditionnelle. L'homme portait toujours le béret, c'était la tenue habituelle. Il portait fièrement la chapella, le béret, mais peu à peu, on a vu arriver la casquette anglaise, d'autres chapeaux, des casquettes pour la pluie. La chapella, comme on l'appelle ici, se vend encore pas mal, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, on nous en achète beaucoup, y compris les étrangers, principalement les Italiens et les Allemands. Les Français aussi. Beaucoup achètent leurs bérets ici parce qu'ils coûtent moins cher qu'en France. Une chapella coûte dans les 40 €. Le béret basque est imperméable et à l'épreuve des mythes. La maison Elosegui à Tolosa est le dernier fabricant espagnol. Le procédé de fabrication n'a pas beaucoup évolué depuis la création de l'entreprise en 1858.
et l'Ossegui produit 200 000 bérets par an. Apparemment, le béret remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. On aurait découvert la tombe d'un berger coiffé d'un couvre-chef ressemblant à un béret. Une espèce de pièce de laine tricotée et bouillie. C'est de là que ça viendrait. Mais par la suite, on a retrouvé la même chose dans différents pays, du Danemark à la France, en passant bien sûr par l'Espagne tout au long des siècles. Et aujourd'hui, ce sont les Béarnais qui en revendiquent la paternité. La mer, le soleil et pas mal de pluie. Avec d'aussi bonnes conditions pour les vignes et les cultures maraîchères, les Basques ne pouvaient que développer une grande cuisine. Le restaurant Aquelarre est situé sur la côte, non loin de Saint-Sébastien. Dans les cuisines, c'est le coup de feu de midi. L'Aquelarre est réputé pour travailler les meilleurs produits avec une audace sans cesse renouvelée. Saint-Sébastien compte plus d'étoiles Michelin par habitant que n'importe quelle autre ville du monde. Pedro Subirana, qui dirige l'Aquelarre, est l'un des fondateurs de la nouvelle cuisine basque. Le nom d'Aquelarre est déjà tout un programme en soi. Aquerra veut dire bouc. Et Aquelarre, c'est le sabbat des sorcières, cette grande fête présidée par le bouc, avec des démons et tout un tas de gens, où elles ingurgitaient des potions et des plantes hallucinogènes et finissaient par s'envoler sur leur balai. Tout ça, c'est un peu magique. Et notre but au restaurant, c'est que les clients se sentent baignés dans une sorte d'atmosphère surnaturelle et passent un moment inoubliable. Parce que peu importe le travail qu'ils demandent, les plats disparaissent en quelques minutes. Mais quand ils marquent l'esprit, on s'en souvient longtemps. La devise de la maison, surprendre les clients. Avant même le début du repas, les mises en bouche sont un délice pour les yeux et le palais. La vue panoramique du restaurant parachève le plaisir des sens. Après ce festin, nous repartons sur les rails. La reine Marie-Christine a inauguré le funiculaire d'Igueldo à Saint-Sébastien en 1912. Long de 312,50 mètres, il permettait alors de rejoindre un casino situé à 160 mètres d'altitude. Depuis, il monte et descend inlassablement la colline. Déjà en 1912, c'était une attraction pour les visiteurs comme pour les gens du cru. La seule chose qui ait changé depuis, c'est la végétation sur le parcours.
Au sommet, au pied du vieux phare, se trouve un petit parc d'attractions qui lui aussi est pratiquement resté le même depuis sa création en 1925. Notre philosophie ici, c'est la conservation. Ça nous a valu énormément de critiques, parce que certaines personnes estiment qu'on devrait se moderniser, proposer des manèges beaucoup plus sensationnels, plus grisants. Mais nous, on tient à préserver ces loisirs traditionnels, ce qui plaisait à nos grands-parents et à nos arrière-grands-parents. Pour nous, c'est un luxe que bien peu de parcs d'attractions proposent aujourd'hui. Et nous faisons le pari de perpétuer cette tradition envers et contre tous. Les montagnes russes offrent déjà pas mal de sensations fortes. L'attraction est en maçonnerie, avec des rails en acier et des voitures en bois. Elle longe la falaise pour le plus grand plaisir des petits et des grands depuis 1928. Une dernière descente avant l'arrivée. Mais la plus grande attraction du mont Igueldo, c'est sa vue imprenable. Par ce bel après-midi d'été, les habitants de Saint-Sébastien ont abandonné la ville aux touristes et se sont réfugiés sur la plage. Cette sculpture qui surplombe l'Atlantique est devenue l'emblème de Saint-Sébastien. Cette œuvre intitulée « Les peignes du vent » est signée Eduardo Chillida. Elle associe la force de la mer, du vent, du fer et de la pierre. Au parc naturel de Pagoeta, on peut voir les ruines de deux forges, l'une datant du XVe siècle et l'autre de 1753. En 1992, des travaux de restauration ont mis au jour un réseau de canaux alimentant le moulin de la forge. Dans la province de Guipúzcoa, il y a eu jusqu'à 200 forges en activité en même temps. Elles offraient une production de grande qualité qui s'exportait dans toute l'Europe. Et la découverte de l'Amérique a représenté un formidable débouché. Par ailleurs, les grands navires bâtis dans les chantiers navals de la région représentaient une forte demande en clous et autres outils métalliques qui étaient fabriqués dans ces forges. Quelques explications d'abord en basque, puis en espagnol. Et le spectacle commence. On ouvre les vannes et les roues du moulin se mettent à tourner. Un long travail d'archéologie a permis de reconstituer ce magnifique outil. Lassa, le forgeron, a largement contribué aux travaux de restauration. Retour au musée d'Azpeitia, où l'on se prépare à un voyage en train à vapeur. Cette locomotive de 1898 est anglaise, mais a toujours roulé au Pays Basque. Et apparemment, c'est une miraculée.
Elle aurait dû être démantelée, mais elle en a réchappé parce que sa chaudière servait à faire de l'eau distillée pour les batteries des trains électriques, les batteries auxiliaires. À tel point que dans l'inventaire établi lorsque la FEVE a racheté la compagnie privée en faillite Ferrocarriles Vascongados, elle n'est pas classée comme locomotive, mais comme alambic. C'est indiqué alambic Aurrera, et c'est grâce à ça qu'elle a survécu. La vieille dame va mettre un bon moment à chauffer. Le temps d'une petite excursion. Je suis machiniste sur la ligne Bermeo-Bilbao. J'habite à Guernica. C'est une ligne très pittoresque. Je la recommande à tous ceux qui ne la connaissent pas. Le trajet est magnifique. Eh bien soit. Nous montons donc dans un train régional pour une courte escapade dans la province voisine de la Biscaye, toujours dans le Pays Basque. La plus belle ligne de l'Euskotren relie Guernica, la ville sainte des Basques, au port de Bermeo, en traversant un site classé par l'UNESCO. Le voyage a effectivement beaucoup d'attrait. Les immenses bancs de sable de l'estuaire d'Urdaibai et le charmant bassin du port de Mundaka appellent à la baignade. Et à marée haute, ce sont les amateurs de surf qui sont gâtés. À propos de sport, ici, presque chaque église met l'un de ses murs à la disposition des joueurs de pelote basque. Les enfants s'exercent dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, on joue à main nue. Avant la partie, les joueurs passent près d'une heure à protéger leurs mains. Ce sport se joue 1 contre 1 ou 2 contre 2, avec un mur épais et une petite balle dure appelée pelote. On peut jouer à main nue avec un panier d'osier appelé chistera ou encore une raquette. La balle doit frapper le mur et rebondir une seule fois sur le sol avant d'être frappée par l'adversaire. S'il n'y arrive pas ou s'il sort la balle, l'autre camp marque un point. Les Basques passent pour un peuple ardent et passionné, mais rien ne les enflamme autant qu'une partie de pelote. Nous poursuivons notre route le long de l'océan. Dès la gare de Bermeo, ça sent l'eau de mer et le poisson. Les pêcheurs sont déjà rentrés au port car l'après-midi, quand il fait chaud, il n'y a que de petits poissons à attraper. Retour à Azpeitia où nous attend la locomotive anglaise. Elle a déjà eu le temps de rouler jusqu'à la Sao, le temps d'or en avant, aux grandes dames des vrais amoureux du rail. Mais elle vient de changer de voie et a désormais le nez en avant. Cette vieille lady anglaise s'appelle Aurrera, ce qui signifie en avant.
un nom auquel elle fait honneur depuis plus d'un siècle. Un train qui siffle, qui sent le charbon et se balance sur les rails, c'est tout de même autre chose. Je trouve ça super. Je n'avais jamais pris ce genre de train. C'est intéressant. Mon mari adore ça, il a plein de maquettes. Il aime surtout les vieux trains. Le train à vapeur poursuit son chemin à travers la vallée de l'Urola. Il lui faut 20 bonnes minutes pour parcourir les 5 km qui séparent Lassao d'Azpeitia. Au musée, la journée touche à sa fin. Mais dans la vallée d'à côté, les rues débordent d'animation. C'est la procession des géants et des grosses têtes à Elgoibar. Les grosses têtes effraient les enfants, tandis que les géants de 4 mètres de haut représentent des personnages de l'histoire locale. Ce type de cortège existe dans toute l'Espagne, ainsi qu'en Amérique du Sud. C'est toujours un événement pour les enfants. À Elgoibar, la procession est suivie d'une compétition aux origines très anciennes. La force basque comporte plusieurs épreuves, dont le lever de pierre. Les règles sont simples. Il faut lever 3 types de pierres pendant 3 minutes, sous l'œil d'un jury qui compte à voix haute. Ces pierres-là pèsent 100 kg, mais dans d'autres compétitions, certains Basques sont capables de soulever 300 kg. Quand on était petit, nos grands-parents et arrière-grands-parents disaient que c'était le premier sport du monde, le tout premier sport qui ait jamais existé. Ici, dans les montagnes basques, on construisait des maisons. Vous avez dû en voir un peu partout. Beaucoup étaient construites en pierre. On portait les blocs sur le dos et ça a donné lieu à des paris. À qui soulèverait la plus grosse pierre? C'est comme ça que ce sport est né. Parmi les autres épreuves de la force basque, figurent la coupe de tronc d'arbre et le lever de charrette. Le vainqueur remporte un prix, une coupe et un béret basque. Tradition oblige. Ce qu'il faut avant tout, c'est une bonne technique. Avec une bonne technique et un peu de force, on peut soulever des poids très lourds, alors que sans technique, même quelqu'un de très fort ne soulèvera pas grand-chose. C'est un privilège de faire un métier qu'on aime. D'ailleurs, c'est éminemment souhaitable. Un grand footballeur, sa passion, c'est le foot, pas la pétanque.
De même qu'un chef d'orchestre aime la musique classique. Eh bien moi j'aime les trains. Et dans ce sens, c'est un privilège de pouvoir projeter mes goûts, mes plaisirs, ma passion et mes connaissances dans mon travail. Le soir tombe sur Saint-Sébastien. La plage se vide peu à peu. Un dernier rayon de soleil derrière la montagne, puis le Pays basque glisse dans la nuit. Alors, par milliers, les Basques envahissent les terrasses et les rues de Saint-Sébastien. Dans les innombrables bars de la ville, on pose les pinchos, les tapas basques, sur le comptoir. Ils se dégustent avec une bière ou un verre de txakoli, le vin local. À quelques pas de là, au Tamboril, il y a déjà beaucoup d'ambiance. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? En chaud, vous avez croquettes, champignons, poivrons farcis, morue, boudin noir, beignets au fromage, bouchées au jambon, beignets aux anchois, calamars, jambon, lomo, tout est délicieux. Revenez quand vous voulez au Tamboril pour goûter et déguster tout ça. Voilà qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, car nous reviendrons sûrement au Pays basque espagnol.